Aujourd'hui, notre invitée dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, c'est Christine Ribérex. Bonjour. Bonjour Aïda, enchantée d'être avec vous. Aujourd'hui, on vous accueille comme une écrivaine, comme une auteure de livres qui va sortir dans quelques jours. Et vous êtes aussi co-créatrice de médias, bien en Périgord. Vous êtes venue ici dans le studio au moment de lancement. Exactement. On vient juste discuter il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, cette nouvelle expérience d'écriture avec un ouvrage qui va apparaître, qui porte le titre « Pionnière ». Dites-nous, pourquoi vous avez voulu écrire ce livre ? Alors, l'activité d'écriture, je l'avais laissée un petit peu entre parenthèses avec le média, mais il y a eu d'autres livres avant. Là, ce livre Pionnière, ça répond à un besoin chez moi de rendre hommage, de faire en sorte qu'on n'oublie pas les combats qui ont pu être menés, tout particulièrement par des femmes. Là, en l'occurrence, ce Pionnière, il concerne 5 femmes qui ont posé les fondations de l'école, on le verra peut-être un petit peu plus tard, qui ont posé des fondations en matière d'éducation et d'instruction à une époque où c'était particulièrement compliqué. Et mon vœu, c'était, au-delà de leur rendre hommage, c'était qu'on n'oublie pas d'où on vient et que ce qu'on prend aujourd'hui pour des évidences, l'école, la formation professionnelle, le fait de pouvoir être ingénieur pour une femme, ça s'est pas fait comme ça, comme en postant une lettre à la boîte. C'est évident pour vous, ce souvenir de revoir les faits historiques et les portraits des personnes qui ont fondé les bases de ces institutions dont vous venez citer, c'est ça, oui. Concernant l'éducation et surtout l'éducation des femmes. Exactement. C'est pour montrer que elles ont contribué à ce que nous connaissons aujourd'hui, elles ont posé les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand une maman amène par exemple son enfant à l'école maternelle, on ne sait pas toujours qu'au démarrage, ça ne s'appelait pas comme ça. C'était des salles d'asile, les enfants y étaient entassés, parqués, dressés. Et aujourd'hui, l'école maternelle que nous connaissons, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est grâce à ces dames qui ont œuvré pour qu'on ait une école qui réponde pleinement aux besoins, à tous les besoins des enfants. Pourquoi ce thème de l'éducation, Christine? Parce que j'ai aussi une autre casquette. J'ai été enseignante près de 20 ans. Et c'est un métier qui m'a profondément marqué, mais dans le bon sens. Et un métier que j'adore et qui parfois me manque un peu, je dois dire. Et c'était important pour moi dans ce premier... ce Pionnière, c'est le premier d'une collection qui rendra hommage à des pionnières, des femmes françaises. Mais j'avais à cœur vraiment de démarrer par le thème de l'école et de l'éducation qui me tenait vraiment à cœur. Comment vous avez travaillé en préparant votre livre? Est-ce que vous êtes fait des recherches? Vous avez refait peut-être certaines références? Quelle était la base de votre travail? Alors, la nécessité, ça a été pendant plusieurs mois, une grosse partie de l'année 2025 et une partie aussi de 2024, de faire des recherches sur ces femmes, de lire énormément d'ouvrages, parce qu'elles ont été des pédagogues, avant que le mot commence à être trop connu et utilisé, mais c'était aussi des journalistes, c'était des écrivaines, donc elles ont laissé beaucoup de traces, et c'était important, au-delà des faits que l'on pouvait connaître ou pas, mais c'était important d'aller à la recherche de leurs écrits et de voir justement qu'est-ce qui avait présidé à leur volonté d'amener une éducation à des jeunes filles, mais aussi en prenant de manière plus large l'école maternelle aux enfants du peuple, aussi tout simplement. Aujourd'hui, en 2026, en plus, pendant cette période des élections municipales, ces questions concernant l'éducation, parfois, ils rentrent même dans certains programmes des élus. Vous, en allant nous raconter l'histoire de ces femmes, vous voulez dire quelque chose ? Oui, vraiment la volonté, c'est qu'on n'oublie pas et qu'on se rappelle que l'école, c'est pas arrivé comme ça. Les lois, les règlements, les décrets sont pas arrivés comme une lettre à la boîte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça a nécessité un long combat à un moment donné où rien n'allait de soi, en fait. Aujourd'hui, on se dit l'école, oui, c'est automatique. Non, ça n'allait pas de soi, et encore moins pour les femmes, et encore moins pour des femmes qui voulaient transmettre, enseigner, diriger des écoles. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, dans notre société, on considère que
Les femmes vont plus facilement vers l'éducation par rapport à leur qualité, etc. Mais à cette époque-là, le statut de la femme, c'était une épouse, une mère, point barre. Pas de culture, ou très très peu, la culture ornementale, hein, savoir accueillir des gens chez soi pour les bourgeoises, savoir élever ses enfants, voilà, aller à l'usine ou à la fabrique pour travailler quand on était une femme ouvrière, se prostituer. Le statut de la femme, en fait, à cette époque-là, au 19e, elle est mineure juridique, elle n'a aucun droit, donc si ce n'est celui de se taire. Et ces femmes-là, elles ont su parler, y compris quand on leur demandait de se taire. Donc c'est vraiment la volonté, je m'égare, mais c'était vraiment la volonté de leur redonner la parole et surtout qu'on mesure le chemin parcouru et qu'on se dise à un moment donné où notre école vacille un peu dans ses fondements, attention, n'oublions pas, parce que l'oubli parfois c'est le recul. Et ça, c'est grave. Pourquoi ces femmes-là, voilà, il y a quelques-unes pour cet tome 1, peut-être on peut dire le nom et oui, dire sûr. Pourquoi vous avez choisi, par exemple, Marie-Pape Carpentier. Oui, alors parce que c'est elle c'est la défricheuse, c'est la semeuse. Il était important avec mon éditrice Sandrine Billy des éditions Savine de Wild, c'était important pour nous de parler des premières les premières femmes qui ont posé des jalons. Alors il y en a eu plein d'autres après évidemment, mais sans la défricheuse par exemple Marie-Pape Carpentier, Pauline Cargomar qui vient derrière aurait eu beaucoup plus à faire. Il y a eu Marie-Pape Carpentier, elle a défriché un terrain, elle a semé des graines. Et Pauline Cargomar, après, a pu prendre ce travail-là pour arriver aussi à l'amener, à nourrir, à irriguer les lois, les règlements, les décrets qui ont pu être adoptés après. Donc Marie-Pape Carpentier, pour moi, c'est la créatrice de l'école maternelle. Et si j'ai voulu vraiment commencer par elle, il y a aussi une autre raison. C'est que dans le milieu enseignant, on connaît beaucoup Pauline Cargomar, qui a également énormément fait de choses, mais on connaît beaucoup moins Marie-Pape Carpentier. Et Marie-Pape Carpentier, elle est intervenue à un moment donné où c'était encore plus difficile et où il fallait partir de zéro. Un enfant, un petit enfant en dessous de 7 ans, était considéré comme un adulte en miniature, sans besoin spécifique, et il fallait avant tout le mater, le dresser. On considérait que l'enfant avait, par nature, été pervers. Donc, on les entassait, on les dressait, et quand on essayait de leur donner des rudiments d'instruction, c'était absolument pas adapté, ni à leur âge, ni à leurs besoins. Voilà. Donc elle, c'était important de démarrer par elle, pour moi, hein, parce que c'est elle qui a donné l'impulsion, donné le là, à mon avis, voilà. Pour l'école maternelle qui a évolué. Hein. Bien sûr. C'est pas la même chose aujourd'hui. Et après, Pauline Cargomar est arrivée. Pauline Cargomar s'est inspirée, bien sûr, de ce qui avait été fait par sa devancière. Elle a poursuivi l'effort aussi. Ces femmes, c'est une autre manière de regarder l'enfant. C'est prendre en compte tous ses besoins, qu'ils soient physiologiques, cognitifs, psychologiques, et vraiment s'adapter à ses enfants. Et une chose très importante, pour l'époque, c'est le respect, c'est qu'on respecte l'enfant. Et c'est qu'on peut avoir de l'affection pour lui. Voilà. Donc ça a l'air comme ça, tellement évident. On nous parle tellement de Montessori, de tous ces courants pédagogiques, de Freinet, une pédagogie que j'ai moi-même utilisée, mais c'est pas arrivé comme ça. C'est vraiment, elles ont semé et surtout elles ont contribué à réformer en profondeur la société. Alors c'est pas des réformes spectaculaires, c'est pas des choses extraordinaires qui sont arrivées comme ça. Ça s'est fait chemin faisant, doucement. Elles ont été confrontées à des échecs, à des agressions, à des insultes, et notamment des milieux conservateurs catholiques. Et ça n'a pas été facile. Mais elles ont, à mon sens à moi, l'éducation a permis d'irriguer la société et de considérer les êtres humains différemment, les enfants et les femmes. Il y a un autre portrait d'une autre pionnière, Elisa Lemonnier. Elisa Lemonnier, oui. Voilà, pourquoi vous avez voulu parler de cette dame? Là aussi, c'est pareil. Il y a un peu quelque chose qui va avec ma trajectoire. J'ai été pendant près de 15 ans enseignante dans un CFA, le Centre de formation des apprentis de Boulazac.
Et donc, je connais bien le milieu des apprentis, voilà, de l'apprentissage. Et Elisa Lemonnier, c'est la femme qui a créé la première école professionnelle pour les femmes, à un moment donné, au 19e, où il n'en est absolument pas question. Donc, encore une fois, statut de la femme, mineure juridique, on la laisse travailler un peu dans des fabriques, mais surtout pas trop de postes qualifiés parce qu'elle n'est pas capable, on considère qu'elle n'est pas capable. Elle est payée moitié moins que les hommes pour le même travail. Et le plus souvent, elle est obligée de se prostituer. La prostitution est une activité pour lui permettre de faire vivre ses enfants. Donc, Elisa Lemonnier, au 19e, va, en 1848, créer, dans un premier temps, un atelier de couture. Et elle se rend compte qui va durer quelques mois, et elle se rend compte que les femmes, finalement, la couture, ça paraît être tellement évident que c'est pour les femmes, elle se rend compte qu'elles n'ont pas tant de compétences que ça. Et elle s'aperçoit que finalement, une façon de donner à la femme le moyen d'être autonome, de s'émanciper, d'arriver justement à avoir un rôle dans la société, c'est de la former, c'est de lui permettre d'apprendre un métier. Et de fait, non seulement ça lui permet l'autonomie, mais ça va lui permettre aussi de se qualifier et de pouvoir avoir un salaire équivalent à ceux des hommes. Et c'est là où le livre a des répercussions avec notre époque. Les problèmes liés à l'éducation sont pratiquement toujours les mêmes qui se posent aujourd'hui. Et les problèmes de salaire, je vous apprends rien, Aïda, on est toujours dans les mêmes dynamiques. Donc Elisa Lemonnier, elle a créé cette école qui a eu un vif succès, qui a été connue sur le plan national, européen, voire international, tout comme Marie-Pape Carpentier et Pauline Cargomar d'ailleurs. Et beaucoup de municipalités s'en sont inspirées pour créer leurs propres écoles. Donc ça a eu l'avantage de permettre à des femmes de conquérir leur autonomie et de s'émanciper. Et j'allais dire, même si les droits civils n'allaient pas forcément encore avec, Elisa Lemonnier, comme ces 5 femmes, comme les 4 autres, elles sont dans des approches très pragmatiques en fait. On peut les appeler des féministes, même si le terme n'existe pas forcément encore. On peut les appeler féministes, mais elles sont plus dans la mouvance de donner la possibilité à des femmes d'être autonomes avant de conquérir les droits civils. Pour elles, c'est pas des suffragettes. Elles pensent que travailler, gagner sa vie, être autonome, ça fera venir le reste après. Les suffragettes, elles sont pour la conquête des droits civils avant le reste. On a ces petites nuances, mais en tous les cas, toutes les 5, ce sont vraiment des approches très pragmatiques. Elles sont sur le terrain. J'ai envie de dire, elles agissent. Voilà. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, la société, le milieu catholique, elles avancent et elles agissent. Et vous citez aussi la première bachelière, oui. Elle devait aussi s'imposer pour avoir cette reconnaissance. Absolument. Julie Victoire d'Aubier, alors ça, j'ai voulu qu'elle y soit parce que d'abord, c'est la première femme en France à avoir passé le baccalauréat. Et j'ai voulu aussi, c'était un petit clin d'œil, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se disent « ouais, le bac, ça sert à rien, pourquoi on va passer le bac ?» Et les jeunes filles particulièrement. Et je me suis dit, il faut quand même, parce que le livre, pour moi, il s'adresse à tous. Il s'adresse aux parents, il s'adresse à des enseignants peut-être, mais il s'adresse aussi aux jeunes. C'est important de savoir que le bac, pareil, ça n'est pas arrivé comme ça. Quand Julie Victoire d'Aubier le passe, alors, il n'y a pas d'interdiction juridique formelle pour les femmes de passer le bac. C'est restreint. C'est-à-dire, pour expliquer rapidement, le bac existe depuis 1809. Ce n'est pas, comme on le connaît aujourd'hui, un diplôme de fin d'études secondaires. C'est un grade académique uniquement qui permet d'accéder à l'université. Alors vous allez très vite comprendre. L'université est interdite aux femmes et les métiers vers lesquels orientent les études en université sont interdits aux femmes. Voilà. Par ailleurs, pour celles qui ont la chance d'accéder à des cours élémentaires, eh bien, les matières, un peu de littérature, un peu de mathématiques, mais on considère que le cerveau de la femme ne peut pas faire d'abstraction ni de raisonnement scientifique. Donc, il n'y a pas les matières qui sont proposées au bac. Le grec, le latin, les matières scientifiques, la philosophie. Donc, de fait, c'est pas interdit au sens juridique du terme, mais c'est pas possible. Et pour celles qui auraient l'idée de demander à le passer, les recteurs d'université disent non. Donc Julie Victoire d'Aubier, elle va
Et toutes les 5, elles ont un peu cette manière d'être. Il y a un fil rouge entre elles. Elles contournent. Elle a passé quelques années auparavant un concours qu'elle a gagné. Elle a été lauréate, un concours pour écrire un mémoire sur la situation de la femme pauvre au 19e. C'est resté longtemps une référence historique parce que c'était vraiment décrit. Enfin, je l'ai lu, je l'ai parcouru et c'est vrai qu'il regorge de choses très importantes. Et donc, elle a été lauréate. Ça lui a fait connaître, ça lui a fait développer un certain réseau du côté de Lyon, l'université de Lyon. Et c'est par l'université de Lyon qu'elle va pouvoir passer le baccalauréat. Elle est évidemment la seule femme. On va même aménager 2 jours pour elle pour pas qu'elle soit trop confrontée aux hommes, parce que bien entendu, les hommes qui la voient arriver la regardent de haut, se moquent. Voilà, elles auront toutes ce type de réaction. Et elle va avoir son baccalauréat S-lettres à l'âge de 37 ans, qui lui donnera envie de passer une licence S-lettres qu'elle aura 10 ans plus tard. Mais Julie Victoire Daubié, dans le livre, elle a un rôle bien précis, c'est montrer que l'éducation, c'est un levier. C'est un levier pour conquérir une autonomie, toujours pareil, pour conquérir sa place dans la société. Et Dieu sait que Julie Victoire Daubié a beaucoup écrit aussi des livres, des articles dans des journaux. Et voilà, elle a permis de montrer que c'était possible. Donc d'autres femmes se sont engouffrées dans cette brèche qu'elle a ouverte. Et ça a permis après de développer tout ça, mais il a fallu quand même attendre 1924 pour que le baccalauréat soit officiellement ouvert aux femmes. Mais c'est grâce aux personnes comme Julie et Victoire Daubié. Oui. Et vous parlez aussi de Marie-Louise Paris. Paris, oui. Marie-Louise Paris, alors là c'est la scientifique. Marie-Louise Paris, c'est la femme qui a été la première à créer une école d'ingénieurs pour les femmes. Et encore une fois, on est au début du XXe siècle. C'est pas chose facile. L'ingénieur, c'est un homme. Si on regarde le dictionnaire de l'époque, c'est un officier et c'est un homme. Il n'y a même pas marqué une personne qui. C'est un homme officier qui va inventer des choses, qui va faire des plans, etc. Donc Marie-Louise Paris, elle va bénéficier d'une timide ouverture pendant la Première Guerre mondiale, puisque comme on le sait, les hommes sont au front, on connaît l'hécatombe humaine à cette période-là, et les autorités sont en train de se dire, quand la guerre va être finie, on va avoir une grosse pénurie de main-d'œuvre, il faut commencer à former. Donc les écoles d'ingénieurs commencent timidement à ouvrir leurs portes. Les plus connues, tout ce qui est école des mines et école d'ingénieurs très connues, n'ouvriront leurs portes vraiment aux femmes qu'en 1960. Donc certaines d'entre elles commencent à ouvrir leurs portes, mais c'est vraiment parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et Marie-Louise, avec sa sœur, elles vont intégrer 2 écoles et elles sortiront en 1922 avec leur diplôme d'ingénieur. Elles sont 4 sur plus de 600 étudiants. Voilà. Et Marie-Louise, elle va retenir de cette expérience, elle a souffert des moqueries, des colibés, de la condescendance des hommes, des professeurs. Elle a souffert aussi de cet esprit de compétition qu'il y a. Donc elle, le jour où elle crée cette école, elle a à cœur déjà de supprimer les écoles préparatoires. Et elle est, comme je le disais pour Élisa Lemonnier, elle est dans une approche pragmatique. Former des femmes ingénieurs, tout en ayant quand même à l'esprit de ne pas empiéter sur les domaines réservés aux hommes. Alors il y a des écoles techniques qui ouvrent à cette époque, il y en a 2, mais il y en a une qui est plus orientée sur tout ce qui est commerce, banque, et l'autre qui est orientée sur des aides laboratoires, des assistantes, mais on ne dit pas ingénieur. Femme, c'est pas possible. Donc Marie-Louise Paris, elle va avoir à cœur de créer quelque chose pour les femmes. Son école va fonctionner, bon, elle aura pas mal de soucis parce qu'elle est hébergée par le CNAM. Et c'est vrai que elle aura souvent dans toute sa carrière des soucis d'ordre financier. Mais en tous les cas, elle va former des femmes. Et surtout, ce qu'elle a, c'est que cette école, c'est une petite structure qui donc arrive à s'adapter très très vite au changement de la société. On arrive dans une période d'industrialisation, après il y a l'informatique qui arrive, et c'est vrai que le fait que ce soit une structure pas très importante, qui est réactive, qui est dynamique, fait qu'elle s'adapte très vite au changement de la société, et du coup gagne en vitesse les grandes écoles qui, elles, sont plus lentes à changer leur contenu et le contenu de leurs cours.
Voilà. Donc c'est vraiment la femme qui a créé la première école d'ingénieurs pour les femmes. Aujourd'hui, cette école existe toujours et elle est mixte. Elle est devenue mixte en 1994, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, elle accueille des garçons. Voilà. Voilà, l'histoire se retourne. Ce livre, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça peut faire connaître l'histoire de ces 5 femmes. Il sera les autres tomes, il y a les autres femmes, les autres portraits de femmes qui vont arriver avec les autres publications. Voilà. Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent retirer de ces histoires, de ces portraits, de ces parcours, de ces pionnières? Alors, ce que j'espère, moi, c'est vrai que j'ai travaillé une grosse partie de ma vie avec des jeunes. J'ai des enfants, j'ai une petite fille. Et c'est vrai que mon vœu, après, voilà, c'est de rendre cet ouvrage accessible, qu'il ne soit pas indigeste, en date, en tout ça, mais pour qu'on comprenne bien que l'école d'aujourd'hui, c'est toujours fragile. L'éducation, l'instruction, le monde de l'éducation est un monde fragile, vulnérable, sensible à tout ce qui se passe dans notre société. Et c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où on veut aller. Et aujourd'hui, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on voit bien que le monde de l'éducation vacille un peu dans ses fondements. On voit les problèmes d'aujourd'hui. Alors on entend beaucoup parler de Montessori, de pédagogie comme ça. Souvent c'est moqué, c'est tourné en dérision parce que peut-être qu'on a été un peu trop au cœur de la lettre. Il y a en tous les cas, pour ces jeunes, à mon avis, à comprendre quand même que l'école qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont la chance d'avoir, il faut qu'ils se rappellent que c'est important de la préserver et qu'on a tous une responsabilité dans l'école de demain. C'est pas que les enseignants, c'est pas que le monde enseignant qui porte la responsabilité de l'école de demain. L'école, elle doit suivre l'évolution de la société, l'évolution des hommes et des femmes qui la composent. Et si on ne comprend pas d'où on est venu, les combats qu'il a fallu mener, j'ai peur qu'effectivement, ça soit compliqué pour l'avenir. Oui, parce qu'on a vu ces dernières années plusieurs réformes, certaines étaient bien adoptées, les autres ne sont pas survécues aussitôt. Donc on voit qu'il y a cette volonté de changer l'école, mais... Après, changer l'école, moi j'ai un avis évidemment de mon expérience d'enseignante, mais je crois que les réformes, déjà quand on met en place une réforme, il ne faut pas attendre des résultats le lendemain. Une réforme, ça s'inscrit dans le temps long. Ces 5 femmes, elles ont travaillé toujours dans le temps long. Elles n'ont pas eu les résultats qu'elles escomptaient tout de suite. Oui, ça a fonctionné. Oui, les salles d'asile, petit à petit, se sont transformées en écoles maternelles. Mais Pauline Cargomar, elle s'est plainte tout au long de sa carrière que ça n'allait pas assez vite. Et elle a eu une carrière de 50 ans. Et aujourd'hui, on est à une époque où on zappe, on a la télécommande en permanence, tac, on appuie sur un bouton, ça y est, non. Là, on parle de l'école, on parle de l'éducation, on parle d'enfants, on parle d'êtres humains, on parle d'enseignants, qui sont aujourd'hui quand même, il faut le dire, malmenés. Il n'y a plus de respect, donc ça, on est aussi dans le monde de l'éducation côté parental. Et on ne peut pas attendre d'une réforme qu'elle produise ses effets juste après. Il faut la patience, il faut attendre. Sauf que si on met en place une réforme, qu'au bout de 2 ans, on considère qu'elle n'a pas fonctionné et qu'on la change, ben effectivement, on n'aura jamais de résultat. Et l'école, encore une fois, ça se construit avec tout le monde. Alors, voilà, je n'ai pas de leçon à donner. Et ce livre est surtout tout sauf une leçon. C'est vraiment qu'on ait bien tous en tête que on porte tous la responsabilité de ce que doit être l'école aujourd'hui. Voilà. On se rencontre avant l'édition de cette avant-parution. Oui. Elle va arriver dans quelques jours. Oui, mais ceux qui vont nous écouter, peut-être, ils pourront déjà avoir le chance d'aller les chercher. Il y a déjà plusieurs rendez-vous. Donc, il y a un lancement ou une signature de lancement à Périgueux, à Librairie Marbeau, 6 mars. Le 7 mars. Le samedi 7 mars. Donc, effectivement, le lancement de Pionnière se fera à la librairie
librairie Marbeau de 11h à 13h. Voilà. Il y a aussi plusieurs conférences, rencontres, tables rondes, parce que pour le mois de mars, mois de droits des femmes, il y a plein de manifestations qui sont prévues et vous êtes alors déjà en Gironde, invité. En Gironde, pour le moment, la maison d'édition est basée en Gironde, donc j'ai déjà été sollicitée sur le mois de mars, sur la Gironde, sur des salons, sur notamment effectivement des conférences autour de l'histoire de l'éducation et des femmes. Voilà, et pour moi, c'est... Ouais, ça commence et il me tarde parce que j'ai porté ce bébé, hein, en quelque sorte c'est un bébé, j'ai porté ce bébé pendant des mois et là maintenant ça y est, ça arrive et c'est excitant quoi. Et ça va suivre, ça ne va pas s'arrêter ici parce que vous dites que c'est un premier tome, donc ça sera un deuxième, peut-être troisième. Combien vous avez prévu? Alors avec Sandrine Billy, on est parti sur 5 dans un premier temps. Parce qu'autant vous dire que les femmes pionnières françaises, il y en a beaucoup. Après, effectivement, on est resté sur pionnières, vraiment les premières qui ont semé quelque chose dans un domaine donné. Parce que parfois, on me dit pourquoi il n'y a pas une telle ou une telle. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu les mettre, c'est vraiment dans l'idée de dire, on voulait vraiment montrer d'où on est parti. Et alors après, évidemment, il y a d'autres femmes, bien entendu, qui ont pris la suite et qui ont continué le combat et de mener des actions pour toujours améliorer encore davantage. Et on trouvera ce livre dans toutes les bonnes librairies. Alors après, dans les librairies, on peut le commander par Internet via la maison d'édition. On peut aussi le commander en format numérique pour ceux qui préfèrent. Voilà, et il va se retrouver partout. On peut le trouver en librairie, ça c'est sûr, sur le Grand Périgueux. Mais après, au-delà, il se trouvera dans des librairies, mais sur commande aussi, auprès des éditions Savine de Wild. Et il se peut que les autres rendez-vous vont s'ajouter. Ah oui. Je commence à avoir des dates. Alors là, je ne peux pas encore tout dire parce que je n'ai pas les confirmations. Mais oui, il va y avoir des dates. Alors sur le mois de mars, un peu. Mais après, j'ai des dates de prévues auprès notamment de clubs de lecture sur les mois suivants dans le reste de l'année 2026. J'ai déjà des dates jusqu'à fin 2026 qui commencent à se préciser. Bien, mais merci à vous, Christine Rebérex, d'être venue jusqu'à chez nous. Merci au Radio Livre du Périgord. Et Livre pionnière, cet premier tome sur le thème de l'école, paraître dans quelques jours. Et lancement 7 mars, librairie Marbeau à Périgueux. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.